d'aller au standard. On prend également l'avis de M. Haïssi sur cette question, déclaration faute, mais surtout résolution, parce que on l'a déjà constaté, il n'y a pas que lorsque ces dirigeants, voilà, ça ne s'arrête pas aux déclarations, ça va directement aux actes assez concrets, donc des propositions ou solutions quand même assez concrètes et fortes à l'issue de cette rencontre entre les dirigeants, du moins les responsables, les ministres des Affaires étrangères de l'AES et le ministre russe des Affaires étrangères. Il faut déjà noter que non, il faut déjà dire, Madame Siké, Oui. que nous exigeons que l'Union africaine sorte du G20. L'Union africaine n'a rien à faire au G20. Il s'agit des calculs géopolitiques et géostratégiques du bloc occidental pour maintenir le continent africain dans son giron, sous son contrôle, à l'effet de continuer à piller nos ressources matières, à piller nos cerveaux. Le G20, j'ose croire que le nouveau président de l'Union africaine va s'attirer à cela. Okay. C'est important. C'est un peu comme la Mauritanie se retrouve en train d'être partenaire d'habiter, n'est-ce pas, les bases de l'OTAN sur son territoire, c'est incongru. La seconde chose, il faut quand même que le Mali nous clarifie un peu davantage sa position, parce que je ne peux pas comprendre que vous chassiez quelqu'un, une entreprise française. Oui. Il y a un peu plus de 3 ans. Du Mali pas du Mali. Du Mali, d'accord. Okay. La société Idemia, une société française qui fabrique ses passeports. Oui. Là, ça me pose un gros problème de compréhension. Oui. C'est-à-dire, nous savons quel a été, j'ai envie de dire... Il y a eu beaucoup de remous quand même. Pas seulement les remous, c'est-à-dire c'était pratiquement un conflit ouvert entre Jean-Yves Le Drian et Assimi Goïta dans le contexte justement de la rupture du contrat de fabrication et de conception, de commercialisation, n'est-ce pas, des passeports maliens par la société anciennement Obertu et qui est devenue Idemia et qui a été chassée. Sinon, le contrat a été rompu, mais nous sommes quand même surpris que cette société, qu'il lui soit attribué à cette société un nouveau contrat de fabrication, de conception des passeports par le Mali. Moi, ça me pose un sérieux problème de compréhension. Je crois que je ne suis pas le seul. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je pense que moi, je voudrais prendre les éléments de langage du ministre russe des Affaires étrangères. OK. Parce qu'il a dit deux choses qui ont, en tout cas, il y a deux choses qui ont retenu mon attention. La première, c'est que l'Afrique est engagée dans sa deuxième révolution. Lorsqu'il parle, il n'a pas de l'Afrique, mais il aurait dit, il parle de l'AS, est engagé dans sa deuxième révolution. La première révolution, elle a échoué, c'était celle que nous connaissons après les indépendances, avec les pères fondateurs du panafricanisme. Cette révolution a été sabotée, a été dynamitée par le néocolonialisme français. Ça n'a pas pu marcher. Maintenant, il y a une autre vague de jeunes intellectuels africains, décomplexés, très émancipés, qui ont engagé la deuxième révolution du continent africain. C'est ce qui a permis justement la mise en place de l'architecture qui s'appelle désormais la Confédération de l'AES, qui pour le moment est encore en chantier, c'est important de le préciser. Oui. Et il ne faut pas que l'AES reste en chantier, comme tout à l'heure vous l'avez indiqué. Vous avez toujours autour de l'AES des dynamiques, des tentatives de déstabilisation et de destitution de cette architecture qui va justement contribuer à la libération de l'Afrique tout entière. Mais pour que cette architecture marche, il faut deux choses. La première, il faut une nouvelle élite politique. Parce que l'élite que nous avons là, qui est soit pro-France-Afrique, pro-américain, pro-européen, ça ne marchera pas. Il faut une élite qui pense qu'on peut avoir des partenaires avec l'Union européenne si c'est nécessaire, sur certains points précis, discuter d'accords partis et voir. Mais nous pensons également qu'il faut davantage privilégier les axes non traditionnels. C'est tous ces axes-là qui énervent le bloc occidental, tels que l'Iran, tels que la Turquie, la Chine, tels que la Corée du Nord. Il faut explorer ces axes-là. Parce que les axes traditionnels, ça n'a rien à rapporter au continent africain. Rien du tout. Et puis, ces axes non traditionnels
ne s'injectent pas dans nos contradictions internes. Du tout. Ces nations non traditionnelles, justement, ont une tradition de lutte. Oui. Ils respectent l'indépendance et la liberté des États. Ces nations non traditionnelles ne donnent pas de leçons. Ne donnent pas de leçons. Ils font preuve d'humilité, de respect de nos choix, qu'ils soient stratégiques ou géopolitiques. La troisième chose, je pense que au regard des images que moi j'ai regardées, nous devons penser que nous devons rester confiants, optimistes. Moi, je ne suis pas un afro-pessimiste. Si j'étais un afro-pessimiste, je ne serais pas dans ce combat. Donc, je suis un afro-optimiste. Nous pensons que nous avons les moyens. Oui. Nous avons les moyens intellectuels. Nous avons les moyens humains. Nous avons les moyens de pouvoir donner un autre visage à l'Afrique. Et nous avons une grande diaspora qui attend que les choses se mettent véritablement en place pour faire le chemin inverse. Et tout à l'heure, à la première thématique, nous évoquions des scandales, mais surtout qui reposaient sur le sol de la malgouvernance. Et c'est justement si nous corrigeons ces erreurs-là, nous avons une diaspora qui agit à distance, mais qui va davantage être agissante si les règles du jeu sont claires. La quatrième chose, je vais sortir par là, c'est que si nous devons continuer à tracer le sillon de l'émancipation, il faut que la rupture soit totale, même pas relative. Elle doit d'abord être totale, c'est-à-dire on bloque le curseur. Si nous devons faire soit l'inventaire de notre collaboration, notre partenariat, ou notre relation avec les anciens néocolons, ou les anciens partenaires, entre guillemets. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils viennent sur le continent africain, ils sont sur les gros chapeaux, ils ont le complexe de supériorité. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents, ils sont omniscients. En fait, parce que, pour cet argument, la couleur de la peau. Il faut donc que la rupture soit totale. Et pour que la rupture soit totale, nous devons récupérer nos outils de souveraineté. Et c'est quoi nos outils de souveraineté, madame? Tout à l'heure, Henri Atanda parlait, par exemple, de la diplomatie. C'est-à-dire, vous menez votre guerre contre la Russie, en Ukraine, et vous demandez au continent, aux pays africains d'être désalignés derrière votre logique de guerre et d'agression. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, en réalité, les gars, ils vont faire comprendre que vous n'êtes pas souverain, même votre diplomatie, c'est nous qui la tenons. Tout à fait. Donc, il faut donc que nous puissions récupérer nos outils de souveraineté tels que la diplomatie, la défense, la monnaie. C'est important, la monnaie. Parce qu'aujourd'hui, si nous décidons de sortir des francs CFA et de mettre en place des monnaies, c'est même quoi le problème avec cette histoire de francs CFA? Vous avez la Mauritanie qui était dans le franc CFA, et elle en est sortie. Vous avez, je crois, le Maroc qui était dans le franc CFA, elle en est sortie, mais c'est quoi cette histoire où nous continuons à rester dans cette affaire-là? Nous avons donc la monnaie, qui est également un pilier de notre souveraineté, qui se trouve entre les mains d'une puissance usurpatrice. Oui. Nous avons, j'ai évoqué la défense, c'est encore entre les mains d'une puissance usurpatrice. Nous avons l'économie, notre économie, parce que sur le continent africain, nous sommes dans la logique d'une économie de consommation et non de production. Et pour que nous puissions entrer dans la phase d'une économie de production, nous devons avoir le total contrôle de nos matières premières. Et je pense que nous avons de l'expertise. En tout cas, certains pays ont de l'expertise. Je crois qu'il y a certains pays, c'est vrai, n'ont pas la latitude d'avoir plus d'une université. Parce que c'est Paris qui a décidé comme ça. Et quelle université? Mais il y a d'autres pays qui ont plus d'une université. Et par exemple, le Cameroun a plusieurs universités. Il y a de plus en plus de l'expertise de filières futuristes. Je pense qu'il y a de la matière. Il faut donc que nous puissions réfléchir dans la perspective justement d'un continent qui va se construire, qui va se projeter. Il y en a qui ont peur, notamment le bloc occidental, de ce qu'ils appellent le projet d'africanisation du monde. Mais vous savez qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Le monde, au départ, est noir. Ils appellent l'Europe le vieux continent. Je voudrais bien qu'ils nous prouvent en quoi est-ce que l'Europe c'est le vieux continent quand l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, c'est justement cette peur qui nourrit les velléités de recolonisation dont ils parlent sur leurs médias et dans leurs officines. En tout cas, ça ne va pas marcher comme par le passé.